Donc c'est parti. Alors, autour de la table, Anne-Sophie Alsif. Bonjour, Anne-Sophie. Vous êtes chef économiste du BIP. On dit BIP ou BIP d'ailleurs? Comment vous le dites vous? BIP. Du BIP. Du BIP. Emmanuel Barbara. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc avocat, Emmanuel Barbara. Auguste Debouzy, spécialisé dans le droit du travail. Et Philippe Lamblin. Salut Philippe. Bonjour. Philippe, ancien DRH de Groupe Avril. J'ai toujours Sophie Protéol en tête, c'est pour ça ça sort. Mais Groupe Avril. Combien de salariés c'était Groupe Avril quand tu... 7200 Ouais, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, et c'est en cela où tout cela va être très précieux, tu t'occupes de missions locales pour redynamiser l'emploi, notamment dans les Hauts-de-France. Hein, oui, en Hauts-de-France et auprès du ministère du Travail également. Voilà, c'est là où tu es très actif. Donc, 1 heure sur l'emploi. Je vais démarrer, j'ai envie de démarrer avec, parce que c'est la rentrée du télétravail. Donc, j'ai 2 petits chiffres pour qu'on commence à discuter. 30% des DRH confrontés à des salariés qui ont déménagé en cette rentrée et 40% des actifs qui pensent ne pas pouvoir télétravailler, qui pensent que leur travail n'est pas télétravaillable. Ça, c'est une enquête du ministère du Travail. Je vais me tourner vers le DRH, Philippe. Comment est-ce que tu vois la nouvelle équation autour du télétravail et est-ce que tu penses que c'est un changement vraiment structurel qui aujourd'hui va nous accompagner? D'abord, c'est un changement qui ne concerne pas que la France, il concerne le monde, puisqu'effectivement tout le monde s'est tapé le Covid, entre guillemets, et continue malheureusement à en subir des conséquences, notamment dans les pays les plus pauvres. 2, il y a effectivement des collaborateurs qui ne seront jamais au travail, en télétravail. Sur la chaîne de production de bouteilles d'huile, on sera toujours sur la chaîne de production, on ne pourra pas les produire chez soi, on peut à l'infini le dire. Deuxième chose, effectivement, on a changé le paradigme. C'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs qui ont été obligés de télétravailler. Rappelons-nous, le télétravail, c'est une proposition de loi qui est antérieure au Covid. Il a fallu le Covid pour que d'un seul coup, tout le monde se dise on y va. Voilà. Alors, c'est un fait. Devant ça, tous les cas de figure sont devant nous. Des gens qui disent ouais, c'est super, mais par contre, je veux revenir une journée au travail pour réussir à avoir du lien social. Ou des gens qui disent oh là, je ne m'habitue pas du tout en télétravail, je veux rester tout le temps là. Et puis des gens qui disent je ne veux plus rentrer au travail. Eh bien, il appartient aux chefs d'entreprise, devant ces réalités-là, de changer sa façon de manager et de trouver l'alchimie gagnante. Alors, il y a la loi, mais... Non, on va y aller sur là, mais est-ce que c'est une chance finalement? Je regardais les chiffres de la NDRH, 2019, 1200 accords autour des relations sociales signées dans les entreprises. Depuis le début de l'année, là, 24 000 accords signés dans les entreprises. Enfin. Donc c'est une chance de se reparler finalement et de redéfinir les frontières du travail. Oui, et puis de se parler. Le droit du travail, excusez-moi, ça se fait dans l'entreprise. Alors, évidemment, il y a le cadre étatique, mais à chacun d'inventer, d'adapter et surtout de fédérer. C'est de faire en sorte de tenir compte avec l'objectif économique qui est quand même aussi premier. Ouais. Et c'est les femmes et les hommes de l'entreprise qui vont le faire gagner en télétravail ou pas en télétravail. Voilà. Alors, il se gratte la tête, le DRH, qui avant était derrière son ordinateur en train de faire ça, et qui aujourd'hui dit ah, non, tu fermes ton ordinateur, mon camarade, et tu vas aller voir les gens, les partenaires sociaux, les managers, tu vas parler avec eux et tu vas essayer de trouver. C'est un métier nouveau. C'est pour moi le vrai métier du DRH. Voilà. Et les entreprises qui gagneront sont celles qui vont emporter le corps social. Alors, télétravaillant un peu, beaucoup, avec des gens qui sont en industrie à côté, parce que le délégué syndical, CGT ou autre, qui est à l'usine en 3-8, et on lui fait parler du télétravail. Il dit, moi, j'en ai rien à foutre du télétravail. Non, mais ça, voilà. Et ça veut dire qu'on est en train de réinventer ça, et je trouve ça une super opportunité. Et les maîtres du jeu aujourd'hui, c'est les collaborateurs. Ouais, ils le sont pour ça et ils le sont, on en parlera aussi, sur les déficits de compétences. Il y a 2 questions. Anne-Sophie, c'est peut-être plus pour vous, mais la fameuse question de la productivité. Alors c'est vrai que c'est ça la révolution du télétravail, surtout en France où vous pouvez avoir des modes de management qui étaient assez verticaux et on se disait voilà la personne qui est en télétravail, est-ce qu'elle travaille réellement, est-ce qu'elle a la même productivité que ses autres collègues. Et là c'est vrai que ce qu'on a pu voir pendant cette période, puisque c'était un véritable test grandeur nature, c'est que ça marche très bien. Alors bien évidemment, là on va le dire, ça dépend par secteur. Ça dépend par secteur. Ça dépend surtout, parce qu'on dit le télétravail, mais c'est vrai que le télétravail ça veut rien dire, ça dépend quel est votre métier. C'est vrai que dans tout ce qui était cadre, profession intellectuelle supérieure, où vous aviez beaucoup de production parfois qui pouvaient être individuelles, vous avez pu voir des fortes hausses de productivité, parce que beaucoup moins de réunions, qui des fois pouvaient avoir tendance à être très importantes. Absolument. Et donc à mobiliser beaucoup de personnes très fortement rémunérées pour des productivités
productivité qui, je dirais, n'était pas toujours là. J'aime bien ça. Donc, il y a eu en effet une augmentation. Alors, sur ces segments-là, on a pu voir de la productivité pendant le Covid, parce que aussi tout le monde était en télétravail et que les structures ont été adaptées, il n'y avait pas de problème de téléphone qui ne fonctionnait pas, etc. Les structures ont aussi adapté pour que ce soit efficace. Et puis surtout, il y a la question de l'autonomie. Et ça, c'est très important, je pense, pour les nouvelles générations qui veulent plus de responsabilité, plus d'autonomie et qui veulent justement répondre à leur travail en disant « moi, je veux m'organiser comme je veux ». Le principal, c'est de livrer le travail. Et donc, ça donne de la responsabilité. Et ça, c'est très apprécié quand on regarde les plus jeunes générations, ce qu'elles veulent dans un bon environnement de travail, c'est très apprécié. Est-ce qu'on a mesuré aujourd'hui... Alors, il se trouve que le psychiatre Eric Albert, spécialiste des relations sociales, du travail, etc., était venu assez tôt l'année dernière me dire, méfiez-vous, nous sommes tous en mission en ce moment, nous qui travaillons et qui télétravaillons, il y a une espèce d'engagement à réussir l'ensemble des missions qui nous sont confiées. Et, dit-il aussi, il y a une forme d'addiction autour de ce climat très particulier qui nous a accompagnés l'année dernière. Est-ce qu'on a pu mesurer précisément les gains de productivité ? Alors, mesurer... Et est-ce qu'on est sûr que ce qui s'est passé l'année dernière continuera l'année prochaine quand tout à coup ce sera devenu habituel ? Alors, c'est vrai que la situation est exceptionnelle parce que tout le monde se retrouvait dans cette situation, que tout était fermé, donc c'était vraiment une situation très particulière qu'on n'a plus. Mais là, c'est vrai que depuis les déconfinements, on est revenu dans des situations plus normalisées, où les choses sont ouvertes, où l'activité a repris, notamment les activités scolaires. Et ce qu'on a pu voir pendant le télétravail, c'est une augmentation, mais attention, chez les cas des professions intellectuelles supérieures, donc c'est pas toutes les catégories, mais c'est là où on a pu mesurer, parce que c'est les catégories qui sont plus télétravaillables, une augmentation de 13% de production sur la période Covid. Mais donc c'est énorme ça, 13%. C'est un gain de productivité de 13%, ça n'existe pas. Et c'est vraiment dû au fait qu'il n'y ait plus de réunions, puisque c'est vrai qu'au niveau du temps, et aussi au fait qu'il n'y ait plus les temps de transport. Il faut savoir que notamment en Ile-de-France, beaucoup de collaborateurs passaient entre 3h et 3h30 par jour dans les transports, ou aller chez le client. Donc là, vous avez, au lieu d'aller à la Défense et avoir 2 heures de bouchon, vous avez votre vidéoconférence, tout à fait. Ça se fait. Mais 13% de gain de productivité, ça ne peut pas être durable, ça. Alors, ça ne peut pas être durable parce qu'en effet, là, tout le monde y était. Ouais. Donc maintenant, il y aura des clients qui préfèrent être en physique. Enfin, on va revenir dans une normalisation. Donc, on n'aura pas ces gains qu'on a pu avoir quand on était dans une situation exceptionnelle où tout le monde l'était. Donc, ce sera sûrement moins. Mais en tout cas, il y a un vrai gain. Et c'est vrai que c'était intéressant par rapport, comme vous avez dit, changement de paradigme, où on suspectait avant toujours la personne d'être en télétravail, de ne pas travailler, alors que là, l'entreprise qui responsabilise est plutôt, c'est un acte de modernité et justement d'augmentation de productivité. Et puis l'autre aspect quand même qui est très important, c'est quand même le coût des bureaux que vous avez alloués, qui aussi là-dessus, mais on y reviendra après. Emmanuel, juste petit commentaire et puis ensuite on va aller. Il se trouve que l'actualité nous sert avec la banque japonaise Nomura là, qui fait un truc, je trouve, formidablement symbolique des questions qui vont se poser. Mais d'abord, petit commentaire sur la façon dont tout ça se développe. Tous ces commentaires que vous venez de faire bout à bout suscitent en moi cette réflexion qu'en réalité, on est confronté à une ultra-individualisation d'un sujet donné. C'est-à-dire qu'en fait, tout est acceptable. Enfin, je veux dire, toutes les modalités sont acceptables. Elles sont toutes éventuellement, chacune à sa manière, adaptables. Mais elles suscitent des questions, chacune radicalement différentes. Par exemple, un salarié peut être ravi du programme que lui concocte la négociation de l'entreprise, mais pour ce même, j'allais dire, titulaire du même poste, ça peut s'avérer être un plan Tchernobyl, c'est-à-dire l'enfer parce que lui, il vit pas comme ça, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que les considérations d'ordre personnel jouent un rôle incroyablement amplifié que ça ne l'était. Ça veut dire que c'est la disparition, selon moi, alors je traduis un peu dans mon langage et dans mon secteur, la disparition de la norme. Qu'est-ce qui est normal ? Métro, boulot, dodo, c'était normal. C'était plus ou moins rasoir, mais enfin, c'était normal. Et à l'aune de cette norme, on s'adaptait plus ou moins. Aujourd'hui, objectivement, grâce à cette opération dite de laboratoire grandeur nature, on a fait voler en éclats le dogme. Donc la question est comment est-ce que métro, boulot, dodo, avec tout ce qu'il y a en plus d'impact, j'allais dire psychologique autour de la figure, va revenir ou justement être définitivement
terminé, banni, voué aux gémonies, voire même jeté aux orties. Et en fait, la réponse est que je pense qu'on n'en sait vraiment rien, parce qu'on est la différence entre cet événement incroyable que nous avons vécu, en plus caparaçonné par la peur. Nous étions un peu anxieux, donc ça nous occupait aussi de travailler 48 minutes en moyenne de plus par jour. Ça occupait entre les mots, mais le reste, bon, je ferme le cauchemar que ça a été. Oui. Il n'empêche qu'on est dans une situation où le télétravail sera désormais libéré. Et donc, décorseté de tous ces aspects-là, peut-être que le syndrome dans télétravail, il y a télé, voilà. Il y a quand même un accord d'entreprise qui va s'imposer à tous les salariés. Oui, mais justement, il est en train de... Je comprends bien qu'il y a énormément d'entreprises qui se sont lancées ou qui se lancent ou qui se lanceront, parce que je crois beaucoup qu'ils se lanceront. Je ne pense pas qu'il y a une majorité d'entreprise qui se précipitent. Bah oui, parce que 24 000 accords, c'est pas non plus... Ce doit être les grandes entreprises d'ailleurs, je pense. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Donc, c'est pas peut-être le sujet finalement du jour, mais c'est un sujet qui est incontestablement en cours. Mais dans ces accords-là, la question est de savoir quel est justement le curseur, parce que je pense à certaines entreprises qui, à raison des jobs non télétravaillables en soi, eh bien s'efforcent tout de même de donner une sorte de petit lot de jours que l'on peut positionner dans l'année pour, j'allais dire, s'essayer au sentiment de ce qu'est être... Chez soi pour travailler, quand bien même on est dans la logistique, je pense à Renault notamment, qui a donné un petit lot de jours que l'on peut positionner pour s'essayer à autre chose, voire donner ces jours pour favoriser la formation des salariés. Donc non, mais Emmanuel, tu ouvres, non mais c'est parfait parce que tu ouvres la porte. Alors et Philippe, effectivement, t'en parlais tout de suite entre l'école blanc, l'école bleue. Cette fracture, ça a été l'obsession des DRH dès le premier jour des confinements. Moi, je m'en souviens très très bien. Notamment la DRH de Veolia était venue nous raconter ça. Effectivement, le DRH va avoir comme souci de réduire au maximum la fracture entre ceux qui ont un travail posté de production impossible à télétravailler et les autres. On a les collaborateurs qu'on mérite. On a des gens qui sont confrontés à une réalité que l'on vient de décrire et qui, effectivement, les gens qui vont bosser à l'usine, ils ne pourront pas faire autrement, et les gens qui vont télétravailler. Et il n'y a pas deux personnes qui télétravaillent identiquement. Tout est différent. Cette alchimie-là, c'est le challenge du DRH de ce siècle. Alors, on me dit, oui, mais attendez, ça va s'arrêter avec le... Non, c'est irréversible. C'est irréversible. Et alors, il faudra qu'il ait de l'intelligence, de la souplesse, de l'agilité, qu'il soit capable de compenser des gens qui, effectivement, comme vous le disiez, moi, ça ne me va pas du tout, cet accord d'entreprise. Parce que moi, j'ai les gosses à la maison, ils sont en bas âge, ils ne sont pas gardés, etc. Et... Alors, j'ai pas la solution là, mais c'est ça à quoi il va être confronté. Que toi, c'était 7300 cas à traiter. Non, un petit peu moins, parce que sur les 7300, t'en as la moitié qui produisent à l'usine. Ouais, mais d'accord. Et il va falloir. Dit Emmanuel, il va falloir leur donner quelque chose à ceux qui produisent à l'usine. Il va surtout falloir, parce qu'ils vont signer les accords aussi, ces gens-là. Parce que souvent, les représentants du personnel, ce sont des gens qui sont davantage à l'usine que des cols blancs. Et ils vont participer à ça. C'est un élan collectif. Et ça qui est vachement bien, c'est une communauté d'hommes et de femmes différents qui vont télétravailler ou pas télétravailler avec plaisir, télétravailler sans plaisir, mais qui vont faire gagner l'entreprise. Alors, on va voir ça. Petite info que nous apporte l'actualité autour donc de la banque japonaise Nomura qui interdit aux télétravailleurs de fumer chez eux. C'est merveilleux, hein? Et ça concentre tout, là. Alors, Madame l'avocat, comment est-ce que vous regardez ça? Je regarde, tout le monde rigole, d'ailleurs. Mais non, moi, je rigole pas, moi. Mais comment vous contrôlez, Madame l'avocat? Non, mais même Nomura dit je dois admettre que j'ai des difficultés à vérifier ce que je viens d'imposer. Je l'admets volontiers, mais c'est quand même... Mais justement, c'est super intéressant. C'est passionnant, parce que c'est l'enjeu de ce siècle. C'est-à-dire que la réalité aujourd'hui... encore une fois, c'est le changement, alors là aussi, en tout cas de tropisme, enfin de mouvement. C'est que dans le temps, dans le spatio-temporel, etc., on se rendait à la boîte, dans l'entreprise. Et désormais, c'est plutôt l'entreprise qui s'invite chez vous. Ça change radicalement tout. Le travail doit trouver une place entre la cuisine, le reste, etc., pour s'y épanouir, etc. Et quand on sait que le droit contemporain du travail
je parle de la France, depuis ces 30 dernières années, est très orienté mesures sociétales, c'est-à-dire égalité homme-femme, inclusion, qualité de vie au travail, etc. Ces dispositifs-là devraient pouvoir s'épanouir parfaitement, puisque le télétravailleur est avant tout un salarié de l'entreprise. Donc, normalement, tout s'applique. Et donc, ces règles d'une meilleure nutrition, la fin des addictions, etc., en effet, devraient pouvoir ipso facto, sans faire de déclaration tonitruante, s'appliquer. Enfin, vous voyez, c'est une vraie question de droit. C'est-à-dire que toutes ces règles de droit, c'est vrai que c'est drôle parce qu'en effet, quel est le contrôle, etc. Mais fondamentalement, le fait que vous n'ayez pas le droit de fumer dans l'entreprise, c'est vrai, et que comme moi je suis un salarié et que je travaille, même chez moi, ipso facto, normalement, ces caractéristiques-là, applicables aux travailleurs que je suis, devraient être importées chez moi. Or, on voit bien que ce n'est pas possible. Mais ça devrait être importé chez moi. Mais ça posera d'autres questions sur des sujets un peu moins fumeux que cela. Mais sur des sujets là, qui ne me traversent pas totalement l'esprit immédiatement, mais enfin, tout ce qui tourne autour de l'hygiène et sécurité. Mais bien sûr, l'accident du travail, on a écrit que c'était en principe un accident du travail, mais quand même, comme c'est difficile d'aller voir, enfin, on en est là. Oui, mais bien sûr. Anne-Sophie. Alors après, c'est vrai que normalement, dans le télétravail, donc, ça pose toujours la question de la fameuse fracture et comment vous allez être chez vous aussi installé et est-ce que vous avez un espace. Donc là, c'est vraiment des questions qui sont vraiment incroyables. Hein, on le verra au niveau du. Oui, mais ça veut dire que votre logement devient un sujet d'entreprise. Exactement. Et c'est ça la solution. Alors après, toutes ces normes là dont vous avez parlé, c'est vrai que l'idée, c'est aussi pour protéger les autres, pour pas imposer à vos collègues qui sont à côté votre manière, votre mode de vie, donc de fumer, etc. C'est vrai que vous pouvez dire, moi, je suis toute seule dans mon bureau. Si j'ai envie de fumer, si j'ai envie de faire ça, voilà. Pourquoi vous pouvez me l'interdire? Enfin, après, je pense qu'il y aura de plus en plus de questions. Là, aujourd'hui, c'est interdit, Emmanuel. Aujourd'hui, je fais un zoom. Je fais un zoom avec une clope au bec. L'entreprise peut. L'entreprise est passible de toutes les règles. Pour l'interdiction, c'est une faute. C'est une faute. Mais c'est pas possible. On pourrait aussi chez moi. dire. Non. Là, je parle. Non, si je suis chez moi. Reprenons. Écoutez l'avocat. Si vous êtes chez vous. Justement, on ne se pose pas la question, en fait. Parce qu'on est d'accord que c'est Zoom et que Stéphane, il est en télétravail. Donc, on se pose à la limite pas la question du point de savoir s'il a ou pas une clope au bec. D'accord. On ne se la pose pas vraiment. Mais si on fait le même Zoom, parce qu'on peut faire Zoom depuis son bureau, que je sache. Ah bah oui, là, bien sûr. Et vous êtes dans un bureau tout à fait fermé, vous êtes tout aussi seul que dans votre cuisine. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Ouais. Et bien là, ça marche plus. Pourtant, c'est les mêmes calls. De toute façon, vous prenez les détecteurs de fumée. Et la même chose sur l'alcool. Et la même chose sur l'alcool. La bouteille de vin en train de télétravailler ou la bouteille de bière, la petite bière à 4 degrés. Alors c'est rigolo, on l'a pris plus comme une anecdote, mais n'empêche que ça pose ces questions-là aussi. Sur la santé, parce que santé, sécurité, à force de boire... Ça donne le vertige, non? Ça donne le vertige. Tout ce que ça ouvre, là, ça donne le vertige. Alors il faut aussi relativiser, parce qu'il y a énormément de boîtes comme ces mondiales qui sont déjà passées à ces processus, où vous avez des salariés qui sont dans le monde entier, qui ont des calls à toute heure, parce que voilà, il y a des boîtes comme Cisco, enfin voilà, les salariés sont dans le monde entier, donc les heures varient, et donc ça fonctionne, notamment en Asie. Vous avez beaucoup d'organisations du travail qui sont comme ça. Il y a un dernier fil que je veux tirer là-dessus, parce que celui-là, dès le début, il m'a donné le vertige. La crise du logement, tu as parlé des 3 heures de transport en Île-de-France. C'est-à-dire, on a là une possibilité de réaménagement du territoire. Mais complètement dingue. Ça, c'était également l'autre grand chantier. Il y a quand même les questions de réchauffement climatique. Donc, toute la question de où je travaille, où je vis. Et c'est vrai, il faut le voir en France, les grandes villes et dans les grandes villes des pôles, bien sûr à Paris, la Défense, vous avez des millions de gens chaque jour qui se rendent à cet endroit. Est-ce que c'est vraiment, avec toute la transition et tout ce qu'on essaie de faire, viable à moyen long terme d'avoir ce genre de choses? Et puis, quand même, les prix du logement. Mais bien on voit que dans le revenu disponible, ce qui grève, on parle toujours de la comparaison avec l'Allemagne, c'est le prix de l'immobilier qui s'est envolé en France et qui grève en fait tout le pouvoir d'achat de base, parce que surtout quand vous êtes une jeune génération, vous voulez accéder à un logement, c'est impossible alors que vous avez toujours votre emploi dans ces grandes villes. Donc ça, c'est vraiment les deux problématiques qui sont vraiment tout à fait essentielles et qui seront, je pense,
notamment avec le réchauffement et toutes ces questions-là, de toute façon beaucoup plus globales que juste l'entreprise qui va négocier des accords, mais c'est vraiment aménagement du territoire, c'est des politiques publiques. Après, il y a toutes les questions de mobilité. Ensuite, si vous n'êtes plus en télétravail, est-ce que vous allez avoir toujours des voitures? Est-ce que les voitures de fonction, ça sert encore à quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas développer des modes de mobilité électriques ou en fonction de Il y a eu un appel signé par un certain nombre de DRH pour tout est modulable. Pour justement, alors un chèque, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais l'idée de pouvoir aussi, notamment pour tous les banlieusards, aller se retrouver dans ce qu'on appelle des tiers-lieux, enfin l'ensemble des WeWork, etc. Et tout. Je sais que les banques, mais depuis un moment, les banques réfléchissent à faire de leurs fameuses agences bancaires dont ils ne savent pas quoi faire, des points justement de regroupement, parce que tu as tout en plus le dispositif de sécurité pour les banques qui est important. Enfin, voilà. Mais c'est vertigineux et il y a mieux que ça encore, c'est-à-dire les fameux tiers-lieux, parce qu'on a tendance à raisonner assez hâtivement et je pense de manière assez erronée, quand on se retournera sur cette période, sur le côté binaire dans ma cuisine, enfin chez moi, et même dans un joli espace que je me suis aménagé pour le travail ou au bureau. Je pense qu'en effet, l'équation, elle est multiple. C'est en réalité d'ailleurs, enfin c'est se voir travailler ailleurs que dans le fameux mot anglais siège. Remote. Voilà, remote. je suis donc, ça veut dire que isolé. on est plutôt nomade, etc. Ça veut donc dire qu'on peut créer des réseaux en effet de lieux où on peut se retrouver donc sur la figure dite du coworking, dans des zones qui sont plus près de chez moi, mais en même temps pas au bureau, etc. Et ça se développe à tour de bras actuellement. Mais il y a mieux que ça. C'est l'espèce de fusion entre ce que l'on peut voir sur les jeunes, notamment qui sortent eux de ce qu'on a appelé la coloc. Les jeunes gens qui étudient notamment en Europe, qui étudient en Europe à droite à gauche, vivent assez facilement en coloc, parce qu'en plus ça coûte très cher, au-delà du fait qu'ils sont encore étudiants à ce moment-là. Mais entre cette figure du coloc et la figure du coworking dans les fameux tiers-lieux, on est en train d'inventer un concept que je trouve vraiment intéressant, qui est le co-living. Ouais. C'est-à-dire où on est en train d'aménager ces fameux tiers-lieux. C'est des auberges de jeunesse, le co-living. C'est un mot nouveau pour un truc qui est quand même assez classique. Quand même. Oui, mais alors une auberge de jeunesse un peu luxe, on est d'accord, mais... Oui, non, mais ça a un impact considérable sur justement le lieu de vie. Quand on n'est pas attaché avec une famille, etc., et des tas de racines qui font qu'on ne bouge pas, la problématique à la fois de bouger pour aller prendre un job qui est dans une autre zone, et donc le lieu de vie qui englobe aussi le lieu de travail, ça devient un sujet dont on peut percevoir qu'il serait vendable en quelque sorte pour toute une partie de la population, notamment jeune, qui a un budget grevé par le prix du logement et qui en même temps souhaite vivre l'expérience de la mobilité, de s'essayer des choses. Je pense, c'est quand même des vraies nouveautés. Tout ça est non, passionnant. mais c'est vrai que ça change tout, mais vraiment violemment tout. Des centaines d'étudiants boursiers en région des Hauts-de-France cherchent du travail. On est en train d'inventer des choses par rapport au travail, parce que c'est pour manger. Sinon, ils n'arrivent pas à suivre leurs études. Okay, des résidences de personnes âgées qui sont prêts à accueillir des jeunes étudiants qui vont travailler pour les personnes âgées moyennant petites ressources et qui ne sont pas très loin des universités. Il faut imaginer des choses nouvelles. Alors ça peut paraître anecdotique, je pense que ça ne le sera pas. En tout cas, à aujourd'hui, j'ai référencé cet été... Oui, mais ce n'est pas la même chose de trouver un moyen... ce dont on parlait là, c'est la délocalisation organisée du travail. Ce n'est pas la même chose que de trouver des solutions pour que des étudiants puissent continuer leurs études. C'est la même figure. C'est la même figure. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se grouper à plusieurs dans une espèce de résidence. Ils auront un tiers-lieu dans lequel ils pourront travailler ensemble. Ils vont rendre un service à la société. Et la personne âgée, elle sera très contente. Et donc, je pense qu'il faut se mettre nos limites. Et les DRH qui nous écoutent, qu'ils réfléchissent à tout ça. Je pense que le nombre... out of the box, pour le coup, c'est le cas de le dire, là. Oui, mais c'est clair. Hein. voilà, et c'est ça qui va rendre attractives les boîtes. Bon, mais alors, attends, on va marquer une pause, parce que derrière... Alors, Anne-Sophie, je vous laisse finir, mais derrière, on tirera le dernier de ces fils. C'est à partir du moment où tout le monde est partout, bon, bah, il n'y a plus d'entreprise. Anne-Sophie. Non, répondez pas à ça, ce sera pas la partie. En effet, pour conclure là-dessus, il y a vraiment, on en a parlé un petit peu, mais vraiment la question d'être autonome. Et on voit vraiment que chez les plus jeunes générations, vraiment, il y a le côté responsabilisation qui est très important, mais également avoir du sens. Et donc, c'est vrai que le télétravail, mais là aussi, il faut l'inventer, il faut le faire en fonction des aspirations. Ça permet aussi d'adapter vraiment votre manière de travailler par rapport à votre secteur, de changer aussi, c'est-à-dire d'avoir une sorte de monotonie, vous faites toujours la même tâche, vous êtes toujours sur les mêmes sujets. Là, vous pouvez beaucoup plus changer, ou en tout cas moduler, pour que justement le jeune apprenne plus, soit plus polyvalent et soit dans des univers qu'il ne connaît pas forcément. Et donc, ça donne tout un éventail de possibilités qui peut être très attractif pour la nouvelle génération, qui est très en demande, je pense, de ça.
Perplexe. Ouais, mais non, mais il se trouve que, vous savez, on a monté cette chaîne, qu'on a recruté plein de jeunes gens. Ouais. Et que ce qui fait pencher la balance, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils viennent pas, c'est souvent quand tu offres un CDI, par exemple. Alors que tout le monde me dit le Ça, contraire. pourquoi? Parce qu'il y a le problème du logement, qu'il faut avoir son prêt et que la banque va demander à avoir un CDI. Non, avec des gens qui sont logés, etc. Non, je t'assure, Anne-Sophie, avec des gens. Ouais, je suis très perplexe, moi, ayant vécu cette expérience sur. Il a aussi raison. On est à Paris. Oui, voilà, mais je pense qu'on. Et puis ce sont des situations diverses. Bon, mais derrière, on tire le fil de, la fameuse ubérisation dans un instant.